En milieu d'après-midi, vers la fin d'après-midi, les Allemands donc, ne savent pas quoi faire. Je pense qu'ils n'ont pas d'ordre de Morlaix, Morlaix qui dirige Saint-Paul-de-Léon. Et il y a un détachement qui vient de la Madeleine, de Morlaix, et qui arrive ici, qui rejoint l'autre détachement qui était déjà présent et qui venait de la rue du Pont-Neuf. Donc ils se retrouvent et la bande mitrailleuse donc, va faire en sorte, comme je disais, de décider de la mort du maire. On va s'approcher un tout petit peu par ici, si vous voulez bien, pour aller voir l'autre côté. Donc beaucoup de gens sont aux fenêtres aussi, ceux qui peuvent, mais les Allemands tirent sur tout ce qui bouge. Il y a encore des traces de balles, notamment à la maison Prébandal, au 2e étage. À Roscoff, sur la route de Roscoff aussi, ils tiraient partout. Donc les gens ont essayé vraiment de se calfeutrer. Donc vous imaginez aussi l'ambiance à l'intérieur des maisons. Les gens, comme c'est en milieu d'après-midi, presque tout le monde a un proche qui n'est pas rentré à la maison. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Donc on se dit pourvu qu'ils se soient abrités quelque part. Et des gens qui ferment à clé leur maison. 2 qui vont mourir le soir arrivent, ont beau frapper à la porte, la maman n'ouvre pas et ils se font rafler. Vous imaginez vivre avec ça après? Bon, alors les Allemands, on va aller au point. Avant on ne pouvait pas le faire, mais la place est un peu différente maintenant. Les Allemands qui arrivent de Morlaix ont avec eux un petit canon. Et l'envie est de détruire Saint-Paul. Et je pense qu'ils auraient eu les moyens de le faire. Ils ont voulu, quand ils ont découvert la bande mitrailleuse, détruire notamment la mairie. Et ça n'aura pas été très compliqué. Ils se sont placés ici, vous allez voir. Le canon est arrivé ici. Premier obus va traverser toute la grande rue et va arriver dans la boucherie Castel à l'époque. De la viande partout. J'ai publié une photo qui a été prise par un studio de Périgueux à Saint-Paul-et-Léon qui est vraiment très très nette. On voit l'impact. Le canon se retourne, il vise en face. Poum. Là, la vue est donc bouchée par les fameuses halles de l'époque. Et il tire dans une des maisons qui est là-bas. Je crois que c'est la pizzeria. À l'intérieur, il y a Alexis Urien et une domestique, Mademoiselle Jegwick à l'époque, que j'ai rencontrée, qui m'a montré d'ailleurs, elle a eu un impact dans le bras énorme comme ça. Donc les gens se disent, vous imaginez le fracas, parce qu'évidemment il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a rien. Les gens dans les maisons se disent, mais on détruit Saint-Paul, quoi. Et c'est ce qui aurait pu se faire. Ça se calme, pour une raison que j'ignore. Et là, donc du coup, les gens qui ont été regroupés, les otages qui ont été regroupés, il y en a 15 en tout, arrivent et marchent avec le maire, avec eux, jusqu'à cette rue-là. Évidemment, à mon avis, rien n'a été prémédité. Les Allemands eux-mêmes étaient affolés. Les rapports de ceux qui ont pu assister, et notamment un Jacques Guilcher qui s'en est sorti, parlait de l'impression de terreur qu'il avait. Et Augustin Laurent m'avait dit d'ailleurs, il ne faut jamais énerver une armée qui décroche. Et les Allemands savaient qu'ils étaient une armée qui décroche. Et d'ailleurs, avant de les tuer, il y a un qui leur a dit oui, vos amis seront là dans 2 jours, mais vous serez morts, vous ne les verrez pas. Et donc, il y a une vengeance. Alors, je pense aussi, on en fera une relecture un peu tout à l'heure peut-être, que les Saint-Paulitains ont culpabilisé aussi pendant des années, parce qu'ils se sont dit effectivement, on aurait été plus zen, plus calme le matin, on n'aurait pas eu tout ça. À Roscoff, il y a eu moins de problèmes, il n'y a pas eu de problème à Roscoff. Il faut dire aussi que la colonne est passée, a vu des drapeaux, a demandé de les enlever, on les a enlevés et il n'y a pas eu de problème. Mais il y aurait pu y avoir aussi des problèmes. Je vous propose d'aller dans la rue qui est, donc ici c'est la place Alain Guébriand pour ceux qui ne sont pas de Saint-Paul-de-Léon, donc le maire de l'époque qui a été tué le 4 août. On va passer par cette rue qui s'appelle rue du 4 août, qui aurait d'ailleurs même pu s'appeler rue des otages. Pour moi, elle aurait dû s'appeler la rue des otages parce que c'est là que tous les otages ont été allongés. À un moment pendant la marche, il y a un des personnes qui se dit mais où est-ce qu'on va? Évidemment, on est regroupés, on nous amène, et qui demande au maire, bon, je vous en prie monsieur le maire, c'est monsieur Nicolas qui lui dit ça, un coiffeur de la grande rue, qui dit monsieur le maire, je vous en prie, mais intervenez, dites-leur que j'y suis pour rien. Et le maire lui répond mon pauvre ami, je suis exactement dans la même situation que vous. On connu dans la rue. Donc du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, donc l'autre groupe d'otages, 15 otages, partent vers Morlaix et arrivent à Ploujean le soir. Et là, il y a eu un massacre monstrueux. J'ai eu le rapport d'autopsie du docteur Mémou après-guerre.
j'en ai évidemment produit qu'une version édulcorée de ce qui était fait. Ça a été de la sauvagerie, mais de la barbarie à l'état pur. Et je pense qu'il a mieux valu mourir sur place, ce 4 août, que de faire ce voyage funèbre et d'arriver à Ploujean, où ils ont été exécutés. Donc la population ne sait pas ce qui se passe. Elle sait que le maire est mort. On est le 4 août en fin de journée. Comme je vous le disais, des personnes qui habitent chez Madame de Roquefeuille là-bas, il y a Madame Pichon, la future femme du général Pichon qui est là, Thérèse de Lanurien, il y a Jeanne Goivec et Madame de Beauregard, qui, arrivant au bout de la place, reconnaissent la calvitie du maire. Le maire était assez reconnaissable à sa calvitie et disent ils ont tué le maire. Là pareil, écoutons leur courage. Elles ont traversé la place, elles sont descendues à 3, je crois qu'un homme les a aidées de Roscoff, pour porter le corps du maire, pour l'amener jusqu'à la propriété qui viendra à la propriété de M. Branelec, le maire de Saint-Paul dans les années 60. Donc ils le posent sur le perron, c'est une mare de sang. Ils mettent des serviettes à l'intérieur du corps parce que je vous dis il allait se casser en deux. Ils mettent des chemises de Monsieur de Beauregard qui est mort à la guerre 39-40 et donc il l'installe sur ce lit en attendant qu'éventuellement il puisse aller au château de Guernévez où est la résidence habituelle de la famille. Les autres corps, par contre, ont été récupérés après. Il y a un prêtre qui m'en a parlé du Cresquer. Ils ont été obligés dans l'urgence de faire des cercueils pour récupérer cela. Donc le maire est mort, il n'y a plus de maire. Le colonel Senneville et l'adjoint Bizarre sont âgés, peut-être pas les mieux placés pour prendre la relève à la mort du maire. Et c'est Augustin Laurent qui est chef de défense passive et qui devient maire par intérim. Heureusement qu'il était là. C'est un homme de caractère, ceux qui l'ont connu, c'était un volcan, comme on dit, un petit personnage pour qui j'ai vraiment eu beaucoup d'affection, un caractère formidable qui a fait en sorte que Saint-Paul soit vraiment épargné. Saint-Paul était livré à la destruction. Ce qui s'est passé là a énervé les Allemands, des armes leur ont été volées, ça j'ai oublié de le dire aussi, et ils ont demandé la récupération des armes. Un ultimatum est posé à Saint-Paul-de-Léon. Si 2 jours plus tard les armes ne sont pas rendues à telle heure, ils détruisent la ville. Je pense qu'il l'aurait fait. Donc on se débrouille pour trouver des armes, et d'ailleurs on en a récupéré apparemment bien plus qu'il n'en avait été volé aux Allemands. Donc l'ultimatum a été levé. Arrive un officier de Morlaix pour discuter avec Augustin Laurent. Et Augustin Laurent, en tractation, lui dit je suis maire par intérim. Et l'officiellement dit on veut détruire Saint-Paul. Et alors Augustin Laurent dit cette phrase qui est sortie d'une tragédie, mais laissez-nous enterrer nos morts. Augustin Laurent parlait du maire, parlait des 4 autres qui avaient été tués ici et d'autres dans la ville. Ça faisait quand même 11 personnes le 4 août qui avaient été tués de part et d'autre dans la ville. Et l'Allemand lui répond mais vos morts, mais ils sont enterrés depuis bien longtemps. Et là il se rend compte qu'ils ne parlent pas de la même chose. Il dit mais si le maire a été tué hier, il y avait d'autres personnes dans la rue, ils sont 11 personnes. Lui il parlait des Saint-Paulitains qui sont partis à Ploujean. Augustin Laurent apprend donc à cette occasion que les Saint-Paulitains ont été exécutés la veille à Ploujean. Donc discussion, il lui dit, et l'Allemand lui répond ah le maire est mort. Bon, vous avez déjà payé assez cher votre folie. Donc la mort du maire n'aura pas été inutile malgré tout parce que, vous voyez, heureusement qu'il y a eu cette discussion et qu'il y a eu Augustin Laurent pour dire à l'officier allemand venu faire les représailles qu'il pouvait retourner à Morlaix et dire le maire était fusillé, vous pouvez être tranquille quoi. Donc voilà, obsèques, donc on est le vendredi 4 août, ça s'est passé un vendredi. Le 5 août, Augustin Laurent donc, est maire par intérim. Le 6 août, c'est le dimanche. À la messe, autorisation à la messe, le curé de l'époque, Sibéril, demande à la population évidemment de rester très calme. On est encore sous occupation allemande, bien évidemment. Le 7 août, obsèques surréalistes à Saint-Paul-de-Léon. À la cathédrale, le maire et 10 autres personnes, donc 11 cercueils. Les familles autorisées sont quelques membres, 3 ou 4 par famille. Vous imaginez 11 cercueils, et, précédés par quelques enfants de chœur, bien évidemment, et puis les prêtres, et une cinquantaine de personnes simplement, qui descendent dans les rues. Ordre est donné évidemment que les volets soient mis aux fenêtres, et ils arrivent au cimetière. Donc, où après ils seront inhumés dans les caveaux familiaux. Très pesant. Les gens voient, donc la plupart des gens quand même réussissent à voir ces cercueils passer, c'est absolument hallucinant. Hein. Encore occupation allemande, personne ne sait exactement ce qui va se passer, quand est-ce que les Américains vont arriver.
Le 8 août, on découvre la libération de Morlaix, je crois que c'est le 8 août, l'arrivée des Américains à Morlaix, le 8 août. Et on découvre le charnier à Ploujean. Ils sont morts depuis le 4 août au soir, il fait très beau, ils ont enterré à même la terre, difficile de les reconnaître, on réussit malgré tout à les reconnaître. Et donc les obsèques auront lieu le 10 août. Donc là, 15 corps, dans une ambiance aussi de Saint-Paul libéré. Non, Saint-Paul est libéré le 11 août. Donc deuxième série d'obsèques de ces 15 corps, dans un climat absolument bouleversant évidemment. Et 11 août, arrivée des Américains, je vais dire dans l'indifférence générale. Et Saint-Paul a traîné ça pendant des années. Là, c'est un peu l'analyse sociologique. Parce que vous imaginez, les forces vives de Saint-Paul de Léon avaient disparu pendant ces événements. Il y avait des gens, comme je disais, que tout le monde connaissait, des gens qui auraient pu être influents même après la libération. Et je pense que si on fait une lecture, c'est que j'ai vu qu'il y a une jeune femme qui a fait un mémoire de maîtrise sur le Saint-Paul de Léon de 47 à 75, je crois. Ce serait intéressant de lire justement, est-ce qu'elle a fait un rapprochement par rapport à ça, parce que ça a dû marquer beaucoup de choses. Heureusement, il y avait le clergé qui, tous les ans, faisait des cérémonies qui étaient, je pense, attendues par tous. Et on n'imagine pas maintenant, même s'il y a encore beaucoup de monde aux cérémonies du 4 août, on n'imagine pas la foule qu'il y avait là et l'émotion qu'il y avait là. Tout le monde m'en parlait. Une plaque qui était inaugurée ici, d'abord, qui était déplacée. On l'a mise là à la mémoire d'Alain Guébriand et des 25 concitoyens fusillés par les Allemands. Pour corser le tout, ce monument aux morts a une spécificité, si vous voulez bien. Il a été inauguré en 1954. Il a été payé par une souscription. Madame de Guébriand, donc veuve du maire, était à la tête du comité des familles des victimes. Ils ont demandé à un grand prix de Rome, M. Rocher, de faire ce monument, qui est une pietà, en fait un peu classique, mais qui peut être aussi une bretonne en cape de deuil. Et on a vraiment la lecture que l'on veut. Et donc c'est un très beau monument. Et par contre, je sais que Madame de Guébriand, c'est Madame de Briand qui me l'avait dit, les noms sont mis de manière apparemment aléatoire. Il n'y a pas d'ordre chronologique, parce que les familles des victimes ne voulaient pas que le nom de certains soit à côté d'autres. Ça a été une horreur, apparemment. Madame de Guébriand avait un souvenir mais épouvantable de ça, d'organiser, parce qu'on ne voulait pas qu'on soit à côté d'un, à côté d'autre. Bon. Vous voyez, comme quoi, même dans la tragédie, les gens peuvent malgré tout se diviser. Donc voilà la lecture que j'en fais de ces événements de l'été 1944. Moi, quand j'étais petit, comme je le disais, j'avais envie de lire des choses là-dessus, et je comprends maintenant avec le recul que c'est vraiment une histoire lourde, mais je pense qu'il faut la regarder en face. Bon, maintenant, les grands témoins de l'époque, ceux qui étaient aux commandes de la ville et qui ont pu influer, ne sont plus très, très nombreux. Ils ont pu être interrogés. Beaucoup ont fait des rapports sur ce qu'ils ont vu. Beaucoup de femmes notamment ont fait des carnets intimes, et j'ai eu la chance de pouvoir publier le carnet intime de Madame de Guébriand, de Madame Bagot, la femme du docteur Bagot, et de Mademoiselle de Roquefeuille, parce que les carnets intimes ont cet avantage, c'est qu'on ne ment pas dans un carnet intime. On se parle à soi, et c'est pas destiné à être publié. Donc évidemment en lien avec les familles, les passages très intimes ont été enlevés, ou les passages qui peuvent être gênants, mais tout est authentique, et on se met vraiment dans l'esprit de l'époque. Parce que quand on sait la fin de l'histoire, on peut se dire oh, il y a 2 jours à attendre, 4 jours à attendre. Quand on ne sait pas ce qui va devenir et qu'on invente l'histoire au fur et à mesure et qu'on n'a pas toutes les données, parce que le fameux puzzle de cette journée du 4 août, il commence simplement à peine maintenant à être reconstitué. Quand on est à Trégonderne, quand on est à la Madeleine, quand on est vers Roscoff, au centre-ville, on n'a pas eu la même vision de l'été 44. Hein. Quand on avait toute sa famille chez soi, qu'on était enfermé, ou quand on avait un membre de la famille qui était ailleurs, ce n'est pas les mêmes réalités non plus, quoi. Mais c'est une clé de lecture pour moi qui ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse à Saint-Paul de Léon. Je me suis rendu compte aussi à quel point ça avait marqué tout le monde et à quel point peu en parlaient. Peu en parlaient. Et j'ai même découvert, moi, au fil des recherches, que des gens que je connaissais vraiment très bien étaient les petits-fils de victimes, ou les fils de victimes, ou les frères de victimes. Et ça m'a beaucoup étonné, quoi, de ce silence. Et en même temps, on est une société actuellement où on se livre beaucoup, on se livrait beaucoup moins à l'époque, on avait d'autres moyens pour le faire, puis les grandes douleurs sont souvent muettes et souvent incommunicables.
Donc je pense que c'est ce qui explique cela. Mais il y avait un travail à faire. Bon, il s'est trouvé que c'est moi qui l'ai fait, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais au vu des retours que j'ai eus moi par rapport à ça, et je pense que c'était un travail à faire. La page se tournera quand les derniers témoins seront partis, mais elle ne sera pas arrachée, au moins elle aura été écrite. Et ça c'est important parce que si j'avais dû écrire maintenant ce livre-là, j'aurais eu beaucoup de difficultés parce que j'ai eu des explications sur beaucoup de choses qu'on ne peut pas écrire et qui me font comprendre aussi beaucoup d'imbrications en fin de compte. C'est une journée complexe et il y a plusieurs étés 44. Il y a chacun à sa vision de l'été 44, mais rien ne s'oppose, tout se complète. Voilà. Pour le 4 août, ah oui, j'ai oublié de dire au presbytère. Certains se sont abrités dans le jardin du presbytère et il y a un Allemand qui malheureusement est venu à la fenêtre et qui les a tous vus et qui les a fait venir ici pour être tués. À la mairie, à la file, quand ils ont arrêté tout le monde à la mairie, il y avait 2 qui étaient à la fin de la file et sans savoir pourquoi, ils ont vu une porte qui existe toujours, la porte en bas de la mairie, qui donne sur l'arrière de la mairie et ils sont sortis par là. Ils ont dit ben, on tente et ils n'ont pas été inquiétés. Et Augustin Laurent a perdu sa tante le 3 août 44, enterré le 4 août 44 en début d'après-midi. Et il ne souhaitait pas aller aux obsèques, il a dit au maire, Alain Guébriand, vu ce qui se passe, je reste à tes côtés. Et le maire il a dit non, tu vas aux obsèques de ta tante et tu reviendras vite, qu'il lui a dit. Et il a voulu revenir, il a monté la rue des Minimes et il a été arrêté par un Allemand qui lui a tiré dessus. Il a été obligé de faire demi-tour. Alors, il a été épargné le 4 août, il a vécu jusqu'en 1996, hein, mais heureusement qu'il a été épargné ce 4 août-là, parce que moi je me demande qui aurait été en face, parce qu'il fallait vraiment avoir un caractère et aussi peut-être une conscience militaire. Il avait fait Saint-Cyr avant 40 pour vraiment s'engager et être vraiment présent comme il fallait à ce moment-là. Il avait une lecture assez fataliste des choses d'ailleurs. Parce qu'il avait recommandé, je crois, à l'un d'entre eux, je crois que c'est Marcel Saillour, il avait vu le matin, je crois, et il lui a dit de rentrer chez lui, de ne pas s'occuper de ça. Et il m'a dit après, alors est-ce que c'est vrai ou pas, qu'il avait senti qu'il mourrait ce soir-là. Il avait senti qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'échapperait pas à son destin. Bon. Je voudrais évoquer le poids du non-dit des combattants de Londres. C'était la règle. Oui. On parle du réseau Century et des résistants. C'était énorme. Ouais. Ils ne parlaient pas pendant et après. Non. Ouais. Ah ouais. Et c'est d'ailleurs le problème parce que les archives sont très peu nombreuses, quoi. Et surtout quand un réseau totalement disparaît en totalité, on ne peut faire que des suppositions et puis. Ah oui. Ouais. Ça a dû être épouvantable pour eux. Moi je dis le triomphe des familles des victimes et le triomphe que l'on a sur les nazis, c'est qu'ils ont voulu les enterrer. Ils les ont enterrés sous 7 mètres, ils se sont dit on ne les trouvera jamais. Et bien, notre victoire plutôt que notre triomphe, c'est que les membres des familles ont pu retrouver ces corps et qu'ils ont une sépulture, très belle sépulture, au cimetière de Saint-Paul-de-Léon, au carré militaire, au centre du... C'est étonnant que le réseau était quand même cueilli en une journée, avec tant de personnes, la dénonciation était énorme. Oui, ouais. Alors pourquoi, moi j'avais posé la question aussi, pourquoi est-ce que mon grand-père, il a été arrêté le 29 juin, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas réfugié à la campagne par exemple? Il y a 2 éléments de réponse. Le premier élément, c'est qu'il devait se dire, effectivement, j'ai des activités de résistance, mais au pire des cas, qu'est-ce que je risque d'être interrogé? Ils n'ont rien contre moi, je risque pas la mort bien évidemment. Et deuxième élément, si je m'enfuis et s'ils prennent ma femme, comment je vis avec ça? Voilà, bon après, avec le recul, mais il doutait de quelque chose parce qu'il a été arrêté un jeudi, le 29 juin c'était un jeudi, et c'était le jour de fermeture de son commerce. Et il a laissé son commerce ouvert ce jour-là, pour être justement là au cas où il y aurait eu quelque chose. Il y avait des schémas de fuite. Aussi, oui, ouais, à l'arrière, oui, exact, ouais. Vous avez quel âge? J'ai pas fait la moyenne d'âge. Les résistants étaient un peu plus âgés. C'était des hommes d'âge mûr, je dirais autour de 40 ans, entre 35-40 ans. Beaucoup de jeunes parmi les victimes étaient 44 parce que du 4 août, parce qu'il y avait même Jean Tréguier qui avait 15 ans. C'était le plus jeune. Et oui, puis des jeunes d'une vingtaine d'années, quoi. Alors après, il y avait le maire. Le maire aurait eu 39 ans le 5 août 44. C'était là, il a été tué la veille de son anniversaire. Et les autres avaient, ouais, c'est ça, 35-40 ans. Il y a eu des déportés après ou simplement ils ont été fusillés?
Non, ils ont été fusillés. Ouais. Il y a eu des déportés avant. On a eu 6 ou 7 personnes qui ont été déportées à Saint-Paul-de-Léon, notamment une famille à laquelle il faut vraiment rendre hommage, alors, parce que c'est une famille digne d'un roman. Il y a le commandant Moguerou, le père, qui était normalement le chef de la résistance à Saint-Paul-de-Léon, supposé, qui a été arrêté en mars. Sa fille, Louise Moguerou, qui a été déportée, qui est revenue, et l'autre fils, Robert Moguerou, qui est l'un des 177 qui a débarqué le 6 juin 1944 avec le commando Kiefer. Et Robert Moguerou me disait que quand il est arrivé voir sa sœur, après la guerre, elle était alitée, elle est restée très très malade. Il m'a dit, je l'ai portée, elle était légère. Oh. Donc le père était mort, et ce qu'il avait horrifié Robert Moguerou, c'est qu'il était allé en Allemagne, dans le camp de concentration de regroupement où était son père, et les nazis, avant de partir, ont labouré le champ où avaient été enterrées les victimes, donc on ne l'a pas retrouvé. Et ça l'avait mis dans une colère, dans une rage folle d'arriver dans le camp et de ne pas pouvoir même se recueillir dans l'endroit où était son père. C'est une famille qui a été éprouvée d'une manière mais folle. Le père est mort, il y a un qui a débarqué, qui a eu la vie sauve, et puis la sœur qui a été déportée et qui est morte de suite de ça en 1954. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, c'est important, et je trouve que pour la municipalité, qu'elle ait inauguré une place de l'été 44 en mémoire justement de ce réseau Century et des victimes du 4 août, c'est une chose très importante, parce que les plaques ont leur importance. Moi, je m'étais battu pour que la rue de l'abbé Tanguy, c'était marqué rue abbé J. Tanguy, et là, il y a marqué rue abbé Joseph Tanguy, date de naissance, date de mort, je crois, résistant, mort pour la France. Je trouve que ça dit beaucoup de choses. Ça rend hommage aussi à ce qui était. Et quand on fait le tour vraiment de Saint-Paul-de-Léon, on se rend compte que c'est très prégnant, quoi. C'est une histoire qui a vraiment beaucoup marqué, quoi. Et on libère la parole maintenant, et c'est bien, je pense qu'on libère la parole maintenant, parce que... Et moi, on m'avait déconseillé de le faire à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune évidemment, et je voulais comprendre, et beaucoup de gens qui m'avaient déconseillé, oh là, quelle histoire, je rappelle notamment Rémi Bettembourg, qui était interprète lorrain de la défense passive. Il m'avait dit, oh, dans quelle histoire vous embarquez là? Il avait raison quelque part, mais en même temps c'était nécessaire, quoi. Moi je passais ici, j'étais à Saint-Jean-Baptiste en CM1, CM2, tous les jours je passais là devant ce monument, donc je voyais le nom de mon grand-père, et j'avais pas assez de documents, j'avais quelques documents mais pas beaucoup. Puis quand j'en parlais aux gens très proches, il y avait des sanglots dans la voix, donc du coup je ne pouvais pas aller plus loin, quoi. Donc voilà, et on s'est rendu compte, je me rappelle d'une réunion qu'on avait faite à la maison en 1993 pour lancer l'association été 44, et on s'était rendu compte que depuis au moins 20 ou 30 ans, les gens ne s'étaient pas réunis pour en parler. Et c'était très dur, parce que tout le monde a eu le même silence. Et puis à l'époque, on ne parlait pas. On ne demandait pas des choses, hein. On pleurait, et puis c'est tout. Et puis on devait vivre avec ça. Maintenant, on parle, mais je pense que c'est mieux. Mais l'oubli, ça va très vite, hein. Les photos, notamment. Ce qu'il y a de curieux, le 3 août, donc la veille, il y a une colonne allemande, Russe blanc, un peu. Ouais. Qui a circulé en ville. Et beaucoup, la colonne disait avec leurs chevaux, et ils ont défilé ils passaient là, on voyait qu'ils tournaient les gens dans le coin. Ouais. Et c'est curieux, les gens les regardaient passer, les Allemands, là ils avaient l'air vraiment perdus, mais ils n'étaient en rien agressifs. Non, ils n'étaient pas. Ceux qui étaient restés n'étaient pas agressifs, c'est pas dire ce qu'il y a. J'étais à Pellemeur, donc sur l'horoscope. Je me rappelle, je travaillais justement aux fruits et légumes à la gare, et notre patron c'était Augustin Laurent. Ouais. Bon, pour descendre, ça m'avait frappé, la cathédrale et surtout le Kreiskehr, il y avait mais c'était énorme, les drapeaux, hein. Les drapeaux qu'il y avait, tout ça. Ouais. Oh, j'ai dû descendre vers les 8h, 8h30. Ouais. En ville, bon, il y avait un peu d'animation, mais sans plus. Par contre, j'étais au fameux enterrement de la tante d'Augustin Laurent l'après-midi. Et là, alors, j'ai vu, il y avait de l'excitation en ville. Puis c'était dans plusieurs endroits, puis ça communiquait pas, donc... Il y avait des gens excités. Ouais. Et il y avait des pillages, j'ai oublié de dire ça le matin, sur la place où on était, là, le Solatenheim, il a été visité, et tout ce qui était récupéré... Il y a eu un changement d'atmosphère, là. Oui, oui, c'était surréaliste. Saint-Paul-de-Léon est l'une des seules aussi mairies qui n'a pas eu le drapeau croix gammée. Il n'y aura pas de photo de Saint-Paul-de-Léon avec la croix gammée flottant sur le bâtiment administratif, parce que Alain Guy-Briand avait dit qu'il resterait maire en fonction s'il n'y avait pas de croix gammée. Et ils ont accepté.
Et ils avaient peut-être trop besoin de lui aussi. Hein, parce que, et c'est vrai que le rôle d'un maire pendant l'occupation, c'est épouvantable. Hein, parce qu'il fallait à la fois être assez proche de l'occupant pour pouvoir dialoguer et puis épargner la population. Si on est trop proche, on passe pour un collabo. Si on est trop lointain, on dessert la population et elle se plaint. Et l'objectif numéro 1, c'est le ravitaillement. Hein. Augustin Laurent me disait ça. Il dit, lui, il était chargé du ravitaillement. C'est le ravitaillement, c'est tout. Il faut que les gens mangent et puis dans un contexte de pénurie, en plus la France était à genoux, devait donner une somme et des vivres à l'armée allemande. Donc, voilà, donc c'est aussi ce qui crée la spécificité de Saint-Paul-de-Léon, hein, particulièrement. C'est une clé de lecture de Saint-Paul de la seconde partie du XXe siècle. Si on n'a pas conscience de ce qui s'est passé dans cette ville, on passe à côté de quelque chose. Hein. Et c'est évident, hein, c'est évident. C'est important parce que c'est ce qui a fondé, à mon avis, toute la vie politique après-guerre. Se souvenir et en même temps cette envie peut-être d'aller aussi vers l'avenir pour oublier un petit peu ce passé, cette tâche dans le passé. C'est vrai que le jumelage avec l'Allemagne à Saint-Paul-de-Léon a toujours été problématique. Hein. Il a pu arriver par le biais. Nous, je faisais partie d'une association quand j'avais 18 ans qui s'appelait la Rencontre internationale de la jeunesse. Et on était parti, Marie-Josée peut en témoigner, en Allemagne en 84 et en 86. Et on avait demandé, les responsables avaient demandé à Madame de Guébriand si elle ne s'opposait pas à ce qu'il y ait cette association. Ce n'était pas un jumelage, hein. Association entre des groupes de jeunes d'ici et de là-bas. Et ça c'était, au contraire, elle n'était absolument pas anti-allemand. Hein. Il y a des Allemands dans leur famille, elle était au contraire pour que la réconciliation et pour qu'on ne mélange pas les choses. Parce que dans ce cas-là, on peut aller encore plus loin. La responsable de l'arrestation, c'est une Belge, Marie-Thérèse Honorès. Les Russes blancs, c'était des Ukrainiens la plupart, ou des gens de Russie. Bon, si on commence à mélanger tout, c'est l'idéologie qui était perverse, pas forcément les gens, et bien heureusement. Alors apparemment, il y avait le docteur Harry Fichez après-guerre qui faisait partie du réseau aussi, je crois, qui était sur Tolé, Plougoul, qui était à Tolé, je ne sais plus, à Plougoul, ouais, et qui avait fait c'était compter les effectifs notamment. Et Milo Stéphane, c'était le recueillir les parachutistes qui étaient perdus et fournir des faux papiers. Et donc j'ai mis des photos d'ailleurs de faux papiers qu'ils avaient pour permettre après aux gens de circuler et surtout le comptage, savoir quand des nouvelles compagnies arrivaient. Ils étaient, je pense, formés à ça, à repérer. Donc du coup, l'Angleterre avait une vision précise des mouvements des troupes. Donc ça c'était la clé. Si ça se déplaçait quelque part, on pouvait mettre quelque chose ailleurs pour un bombardement, pour un parachutage, pour des choses comme ça. C'était là aussi que les Russes blancs étaient dangereux, quoi. Ah oui, ils étaient. Ouais. Il y avait un apparemment, je vous dis, il buvait de l'alcool à 90 et il mangeait des poires tout le temps. Il y a un témoin qui passait son temps, il était énervé, il était hors de lui. Et la peur, oui, la peur, dès qu'ils étaient ici, ils avaient peur de voir les fenêtres. C'est pour ça qu'ils ont fusillé, ils étaient dos au mur aussi, pour être sûr de pouvoir voir. Il y a un épisode que je n'ai pas relaté, c'est vrai. Jacques Guilcher, l'un des témoins, était ici sur la place, devait être fusillé. Il habitait dans la maison qui est là, la maison Prébandal. Ils étaient locataires au rez-de-chaussée. Son frère Louis, qui est devenu maire de Saint-Paul-de-Léon de 71 à 77, son frère jumeau, le voit arriver avec des Allemands, a pourtant assisté aux exécutions, mais à ce moment-là, il a 18 ans, il ne fait pas forcément le lien, il dit tiens, Jaco revient à la maison. Et Jaco donc, est mis pareil au peloton. Là, il n'y a plus deux soldats, il n'y a plus qu'un. C'est le dernier qui va être fusillé. Le fusil s'enraye. Donc là, sa mère était morte, je crois, depuis le mois de mars. Il était déjà ailleurs, il faisait ses prières pour passer dans l'au-delà. Et à ce moment-là, Louis Guilcher l'appelle, lui crie Jaco. Là, il sort de sa léthargie et il court. Et il y avait une citerne juste en dessous le mot exposition. Au dernier moment, il a contourné sur la droite. Et l'Allemand, qui était un très bon tireur, voulait viser sûrement le dos. Et c'est arrivé dans l'épaule, simplement. Et il a pu entrer, Louis a tiré le verrou. Ils ont pu s'échapper vers derrière. Et ils se sont réfugiés chez la famille Lébrelec. Et Lébrelec, donc, ils venaient d'être fusillés sur la place. Et ils n'ont pas pu dire à la famille qu'Alain Lébrelec avait été fusillé. Parce qu'ils étaient trop contents d'être sauvés et puis ils ne voulaient pas faire cette peine de se sortir. Donc ils l'ont appris le lendemain, je crois. Et là, c'était vraiment aussi... et monsieur Robert, qui habitait la maison, que certains ont peut-être connu, l'organiste que j'ai rencontré, qui habitait là pendant les événements du 4 août. Monsieur Robert était aveugle, était organiste pendant 70 ans à la cathédrale. Et il me dit, quand il y a eu les épisodes, lui était très attentif à ce qui se passait. Il a entendu tout ce qui s'est passé, les cris des Allemands, les bruits des déflagrations.
Et il dit, et quand il a entendu l'épisode de Jaco qui s'enfuyait et que Louis l'appelait, il dit après il a entendu un coq chanter, il m'a dit. Et il a trouvé ça hallucinant d'entendre un coq chanter jusqu'à ce moment-là. Et donc suivre ça Et beaucoup de gens c'était ça. Il y a un qui est à la fenêtre là-haut de la maison Prébandal, il y a une balle qui est arrivée dans le volet. Bon. Donc il y a les témoins directs ont été dans l'abbé Michel Guerec, parce qu'il a pu donner l'extrême-onction et puis recueillir, et Jacques Guilcher, qui justement, ayant pu s'enfuir, a pu noter après dans un rapport très précis tout ce qui avait été dit, fait, les remarques des gens, des uns des autres. Et ils ont perdu un autre frère, les Guilcher. Pierre, oui, qui a été tué à Ploujean. Qui a été tué à Ploujean, exact. Pierre l'aîné, ouais. Donc Jacques a échappé à la mort, oui. Et Pierre a été tué à Ploujean. La famille. Gilles, il y avait le docteur Leclerc. Oui, là, à la maison, là, ouais. Ouais. Et puis, sans M. Bettembourg, tout Saint-Paul était en feu parce qu'il a discuté avec Hermann, ouais. Qui était à la Gestapo, là, au machin. Parce qu'il y avait mon copain Tréguier, là, Xavier Tréguier, qui habitait là, à la mairie. Ouais. Ouais. Et sans M. Bettembourg, tout était en feu ici. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et c'est lui qui était l'interprète. La défense passive, ouais. Il m'a dit ça, il avait fait semblant de sympathiser avec le gars de la colonne. Comme il était lorrain, il était né en 1906 en Lorraine, donc il était allemand en 1906, ses frères ont fait la guerre 14-18, et en 18 il est devenu français. Et donc il était expéditeur de légumes, hein, je crois. Il habitait à Sardenis. Voilà, il est venu ici, et donc sa connaissance de l'allemand était vraiment importante pour faire les liens. Et c'est vrai que le cas... Ah ouais. Comme au retour sur la... Ah oui, oui. Voilà. Lui, c'est vrai, lui, Augustin Laurent, et Seig Fichat, qui l'a payé de sa vie, mais... Non, il dit je ne mettais pas. Non. C'est un gars très... Ah ouais. Et lui, il savait que c'était une drôle d'histoire, et puis même Augustin Laurent, il y a des choses, au début, il ne voulait pas trop qu'on en parle, parce que pour lui, c'était vraiment lourd comme histoire, mais je l'ai rencontré, Augustin Laurent, 2 jours avant sa mort, à l'hôpital à Brest, et je lui ai amené la maquette du livre. Et au moment où je m'étais sous impression, il est mort. Donc j'ai eu le temps juste de rajouter ça, et on a eu une discussion hallucinante à ce moment-là, et il était un peu prudent au départ, est-ce qu'il fallait faire ça, et ça m'a vraiment fait du bien parce qu'il a été heureux de voir que quelque chose restait aussi après, quoi. Parce que ça va vite, ne serait-ce que pour les photos des résistants. Pour notre malheur, dans les familles des victimes, Madame Meriadec, qui s'était occupée du dossier, avait fait un travail mais considérable. Elle est partie en Belgique, elle a remué ciel et terre, elle a eu des documents mais vraiment de grande importance. Il y a eu un incendie de sa maison, tout a disparu. Toutes les photos qu'elle avait des victimes, notamment qu'elle montrait à chaque fois à un officier et à un soldat pour croiser les éléments, tout ce travail-là a disparu. Donc du coup, il n'y avait presque plus de photos. Il a fallu retrouver dans les familles les photos. Et pour la première édition du livre, je ne les avais pas toutes. Et là, notamment grâce à Milo Stéphan, on a eu toutes les photos. Donc on a les photos de toutes les victimes de l'été 44 à Saint-Paul-de-Léon. Et ça, c'est important parce que même s'il n'y avait manqué qu'une photo, moi, ça m'aurait beaucoup gêné, quoi. Ces visages-là, c'est pas que des noms sur un monument, hein. C'était vraiment des gens de chair et de sang. On parle des familles éprouvées, il y a eu la famille Tréguier, bien évidemment, le père et le fils. La fille est morte quelques semaines après, quelques jours après, je crois. Elle avait une grave maladie, vous imaginez. Et la famille de Bastien Combotte aussi. Le père et la mère décèdent. Le frère du père a été raflé en même temps que mon grand-père et est mort, donc a été fusillé le 6 juillet 1944. Des familles qui n'ont vraiment pas été épargnées, hein.